quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Il paraîtrait qu'ils osent tout, que c'est comme ça qu'on peut les reconnaître. On est toujours celui de quelqu'un, et que le temps ne fait rien à l'affaire. Il paraîtrait que leur caractéristique vestimentaire consisterait en un besoin irrépressible de s'habiller comme tout le monde, et il se dit même qu'ils n'auraient que des certitudes, et qu'au bout du compte, nous serions foutus parce qu'ils sont trop nombreux, et qu'ils gagneront toujours. Aujourd'hui, penchons-nous sur la stupidité humaine, et sur ses représentants. Qui sont-ils? Comment fonctionnent-ils? Que nous veulent-ils? Et par-dessus tout, pourquoi osent-ils à ce point tout? Cette grande question, nous sommes nombreux et nombreux à nous la poser tous les jours, je suppose, dans les files d'attente, dans les transports, dans la rue, dans les lieux de consommation excessive de boissons alcoolisées, dans les embouteillages, dans l'anonymat d'Internet, dans les tribunaux, dans les champs les dimanches matins, dans les péages d'autoroute. Sérieusement, il se passe quoi avec les péages d'autoroute? Comment c'est possible d'être aussi mal organisé et lent devant un automate ne comportant que 2 boutons? Non mais sans blague, qu'est-ce qui empêche ces automobilistes-là de faire preuve d'un minimum d'anticipation? Par exemple, je sais pas moi, disons, d'avoir le ticket à portée de main dans leur véhicule, et au hasard toujours de se dire que on va avoir besoin de sa carte bancaire à un moment ou à un autre du voyage, et donc de la placer également dans l'habitacle à portée de main, de manière à ne pas avoir à fouiller pendant d'éternelles secondes de bêtises absolues et de mépris de son prochain, qui de toute façon, lui aussi, très probablement est en train de patienter le long d'une file d'attente qui pourrait être inutile, ou à tout le moins beaucoup plus courte si tout le monde était un peu plus logique. Ce prochain, donc, qui est peut-être bien en train de pester contre ces minutes perdues le long de son trajet de vacances, à attendre que ses prédécesseurs daignent enfin redémarrer après le feu vert de la barrière, mais qui ne se mettront à chercher leurs propres moyens de paiement qu'au moment où l'automate leur demandera de régler leurs dus auprès des sociétés constructrices d'asphalte depuis longtemps remboursées, alors même qu'ils auraient eu 1000 fois le temps d'anticiper durant ce temps définitivement perdu, comme eux. Mais il me semble que je m'égare. Déjà. Pardon. Je le disais donc, beaucoup se sont déjà posé la question universelle qui sert de titre à cette vidéo, certains y ont même consacré des recherches et ont tâché d'étudier divers phénomènes de notre intrinsèque et plus ou moins forte propension à devenir un membre de cette étrange communauté. Mais avant de vous parler de ces travaux, il faut que j'aborde un cas particulier, celui de MacArthur Wheeler. Accrochez-vous. Nous sommes en 1995 dans la ville de Pittsburgh, en Pennsylvanie, et en cette matinée du 19 avril, MacArthur Wheeler, alors âgé de 44 ans, décide de braquer 2 banques d'affilée. Jusqu'ici, vous me direz, on est aux États-Unis, rien que de très commun. Les braquages effectués, notre malfrat quadragénaire s'éclipse. La police, alertée par les 2 banques, arrive rapidement sur les lieux, fait son travail, et met donc rapidement la main sur les images des caméras de surveillance. Les enquêteurs découvrent alors, non sans étonnement, que le voleur a certes usé d'une arme de poing pour se faire entendre durant son braquage, mais n'a aucunement pris le temps de dissimuler son visage, allant même, sur un des axes vidéo, jusqu'à faire un petit clin d'œil à la caméra. Nous sommes alors en fin de matinée, les policiers se dépêchent de se rendre dans les locaux de la chaîne d'info locale et diffusent les images de surveillance en demandant à la population si quelqu'un reconnaîtrait le visage du brigand. Et moins d'1 heure après, plusieurs appels identifient anonymement MacArthur Wheeler. C'est ainsi que notre casseur fut arrêté à son domicile par les autorités et emmené au poste, non sans manifester un grand étonnement incrédule. L'interrogatoire surréaliste qui suivit fit définitivement sortir cette histoire du cadre du simple fait divers. Lorsqu'on a montré les images de surveillance à MacArthur, il n'en crut pas ses yeux. Choqué de voir son propre visage apparaître sur les bandes, il s'expliqua « La logique qui l'avait poussé à aller braquer ces banques à visage découvert était simple. Peut-être un peu trop. Mais il avait un plan. Il s'était tout simplement recouvert le visage de jus de citron. Et oui, notre pauvre bougre avait vu qu'il était possible de s'amuser à créer de l'encre invisible à l'aide de jus de citron. Oui, ça va arriver, oui. L'encre, ainsi formée, ne se révélant qu'au contact de la chaleur, d'une bougie par exemple. Eh bien l'absurde logique qui naquit dans l'esprit du voleur fut la suivante,
Il n'avait qu'à s'enduire le visage de jus de citron, ne pas trop s'approcher de sources de chaleur quelconques, et son visage demeurerait invisible aux yeux des gens et des caméras. Bien vu? Mais attendez, n'allez pas prendre notre personnage principal pour un rustre hydrocéphale trop vite. MacArthur a pris soin auparavant de tester son hypothèse. Ah ah! Une démarche scientifique, s'il en est. Il s'est donc pris en photo avec son Polaroid afin de vérifier son hypothèse. Alors, avait-il mal cadré son cliché? S'était-il mis du citron dans les yeux? Le Polaroid était-il endommagé? Avait-il utilisé une mauvaise pellicule? Le mystère reste entier, toujours est-il que ce qui sortit de l'appareil photo ce jour-là n'était qu'une feuille vierge, confortant de ce fait notre pauvre Cornio dans sa théorie implacable et le précipitant vers ce destin hors du commun. 4 ans plus tard, les psychologues de l'université de Cornell, Daniel Dunning et Justin Kruger, se sont interrogés. Comment un individu peut-il être à ce point ignorant tout en étant si sûr de lui? Leur série d'études de psychologie sociale leur a permis de publier leur papier « Incompétent sans le savoir, comment les difficultés à reconnaître sa propre incompétence nous poussent à nous surévaluer ». Tout ceci a donc participé à la mise en lumière d'un biais cognitif bien connu aujourd'hui qui porte leur nom, l'effet Dunning-Kruger. Il semblerait que nous ayons effectivement une forte tendance à nous surévaluer dans de nombreux domaines. Beaucoup d'études avant Dunning et Kruger l'avaient déjà souligné. Qu'on l'appelle le biais de supériorité illusoire, l'effet supérieur à la moyenne, ou encore l'effet Vaubegon, qui vient d'une série radio américaine dans laquelle tous les enfants sont au-dessus de la moyenne. Un grand nombre d'études en tout cas ont donc pu montrer que nous avons une forte tendance à penser que nous sommes plus charitables, plus coopératifs, loyaux, sincères et surtout plus intelligents que les gens qui nous entourent. De la même manière, il nous arrive de surestimer nos connaissances ou nos capacités. Dans leurs études, Dunning et Kruger ont demandé à un grand nombre d'élèves d'estimer leur score à des tests de grammaire ou encore de logique, et surtout d'essayer de déterminer comment ils s'étaient débrouillés par rapport à leurs congénères. Ils se sont alors rendus compte que les élèves qui s'en étaient le plus mal sortis étaient précisément ceux qui s'étaient le plus surévalués. En règle générale, ceux qui obtenaient ensuite les plus mauvaises notes se considéraient comme faisant partie du tiers des élèves ayant le mieux réussi. Encore 4 ans plus tard, les deux mêmes psychologues publient un nouveau papier, après avoir poursuivi leur étude en vue de comprendre pourquoi cette surévaluation avait lieu. La conclusion en est la suivante. Les gens qui se surévaluent le font vraisemblablement parce qu'ils ignorent les standards de performance nécessaires pour réussir le test. En d'autres termes, si vous êtes incompétent, il vous sera difficile de savoir à quel point vous l'êtes, puisque les compétences dont vous avez besoin pour donner une bonne réponse sont précisément les compétences nécessaires pour distinguer une bonne d'une mauvaise réponse. Effectivement, mon vieux, c'est ce qu'on pourrait appeler la malédiction de la stupidité humaine. Et c'est dommage pour eux, mais c'est implacable. Darwin avait plus d'élégance dans sa façon d'en faire constat. L'ignorance engendre la confiance plus souvent que la connaissance. Les deux psychologues ont d'ailleurs noté un corollaire à cet effet de surestimation des incompétents. Ceux qui avaient réussi le mieux les tests proposés avaient une certaine tendance à se sous-évaluer. Et c'est vraisemblablement dû au fait que ceux qui réussissent le test le trouvent facile, et que par conséquent, si le test était facile pour eux, c'est qu'il ne devait pas être si compliqué que ça pour les autres non plus. Lucien... Vous vous rendez compte, Lucien, que potentiellement vous m'interrompez en plein milieu d'un paragraphe important, là? Bon, présentement il se trouve que non, là, mais... Ne vous surévaluez pas trop non plus, hein, mon vieux? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la courbe des dons Tipeee, c'est ça? Non? Dommage, j'aimerais bien. Tout vers là, là. Oui, bon, bah, du coup, là. Ah, non, oui, effectivement. La courbe de l'effet Dunning-Kruger. On peut pas y couper, vous avez raison. Je t'entends ricaner, Dodongo. Et vous, dans votre aquarium, vous dites rien, mais vous en pensez pas moins. Ce schéma est bien plus satirique que scientifique, mais, une fois n'est pas coutume, et malgré tout, il représente assez bien l'idée de l'effet Dunning-Kruger. On y note, en ordonnée, le taux de confiance d'un individu sur un sujet donné, et en abscisse, son niveau objectif de compétence. Eh bien,
Au début de l'apprentissage, nous avons tendance à l'auto-surévaluation qui peut également s'accompagner dans les plus graves cas de la sous-estimation des experts du domaine et nous arrivons rapidement au sommet de la montagne de la stupidité, là où l'on pense que le sujet n'a plus aucun secret pour nous et que nous sommes incollables. Et surtout que tous les avis divergents du nôtre sont l'apanage des incompétents ou des jaloux. Certains resteront sur ce mont stupide parfois toute leur vie et iront nous gratifier de leurs incroyables avis sur les réseaux sociaux. Mais, si l'on calme un peu son ego et que l'on poursuit un peu plus l'apprentissage, humblement, il se peut que face à la montagne d'informations qui se dresse devant nous, l'on tombe dans la vallée de l'humilité, ou du désespoir, c'est selon. Mais pas d'inquiétude, si l'on poursuit assidûment les recherches, on remonte doucement la pente, à force d'évaluations réalistes, pour arriver tranquillement et avec le temps sur le plateau de la consolidation, pour un jour peut-être objectivement devenir un expert du domaine en question. Il est à noter qu'une fois rendu à ce niveau-là, on peut se rendre compte qu'on a tout de même moins de confiance en soi que l'on en avait lorsqu'on était sur la montagne de la stupidité. Nous avons gagné en humilité et nous sommes rendus compte que tout peut évoluer et que rien n'est figé. Nous sommes davantage ouverts aux avis divergents. Encore une fois, tout ce petit diagramme est satirique, mais franchement, il fait du bien, non? Je vous laisse vous figurer où vous en êtes de ce long chemin dans tel ou tel domaine. Quoi qu'il en soit, cet excès de confiance de certains de nos contemporains les pousse bien souvent à donner leur avis sur tout et n'importe quoi. Comme le dit le proverbe, il faut 2 ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se taire. Et dans une certaine mesure, on a tous en nous cette tendance à nous exprimer pour ou contre quelque chose que l'on ne connaît que peu. On est tous plus ou moins pour ou plus ou moins contre les éoliennes, alors que bien souvent, on ne comprend pas fondamentalement tous les tenants et les aboutissants de ce mode de création d'énergie électrique. On est tous plus ou moins pour ou contre les OGM, le nucléaire, l'exploration spatiale, les têtes de youtubeurs qui surjouent sur les miniatures. Bref, cette tendance s'étend à bien des sujets. Et c'est bien normal, attention, loin de moi l'idée de dire qu'on ne devrait laisser parler que les experts. Disons qu'il faut juste avoir conscience de cette tendance naturelle. Certains humains ont une plus forte tendance que les autres à affirmer des vérités sur ce qu'ils ne maîtrisent absolument pas, parfois même en l'avouant au préalable. Écoutons rapidement Étienne Klein qui nous parle d'un terme désignant cette propension, plus ou moins naturelle, à s'exprimer sur un sujet dont on ne connaît rien ou pas grand-chose. L'ultra-crépidarianisme est un mot savant pour dire que souvent on parle avec assurance de choses que nous ne connaissons pas, et c'est dérivé d'une locution latine qui est sutor ne supra crepidam, qui veut dire en gros que le cordonnier ne doit pas parler au-delà de la chaussure. À méditer. Et cet ultra-crépidarianisme, nous y sommes toutes et tous sujets à un moment ou à un autre. C'est un travers naturel, même pour celles et ceux dont on pourrait se dire qu'ils en sont à l'abri. Par exemple, Luc Montagnier défend la théorie de la mémoire de l'eau, de la téléportation de l'ADN et prend position contre la vaccination. Il est partisan de l'homéopathie et affirme qu'il est possible de guérir du sida par le biais de la diététique. Linus Pauling a tenté de démontrer qu'il était possible de guérir du cancer avec de fortes doses de vitamine C. Carrie Mullis déclare que l'on devrait enseigner l'astrologie au même titre que les sciences dures, que le VIH ne causerait pas le sida, que le réchauffement climatique n'a rien à voir avec l'activité humaine. Bonne question d'Odongo. Qui sont ces gens? Oh, de simples kidam, bien sûr. Voyez plutôt. Eh oui, personne n'est à l'abri. Et je ne choisis pas ces gens au hasard. Il existerait, selon certains, une nobélite, ou une maladie du Nobel, qui consisterait pour les gens qui en auraient les symptômes en une incapacité, voire une impossibilité pour certains lauréats du prix, à poursuivre ensuite des recherches scientifiques correctement. Si cette tendance n'est évidemment pas une maladie à proprement parler, le nombre de nobélisés ayant raconté n'importe quoi après l'obtention de leur prix est significatif pour le moins. James Dewey Watson, lauréat du prix Nobel de médecine en 1962, déclare par exemple que les Noirs africains sont moins intelligents que les Blancs et que dans les 10 ans à venir, on trouvera les gènes responsables de cette différence d'intelligence entre les êtres humains. Ou encore que, grâce à la génétique, on pourra, je cite, bientôt rendre toutes les femmes jolies. Ce qui sera vraiment super. Elle est pour vous, celle-ci, mesdames.
Selon moi, on atteint le paroxysme avec William Shockley, qui, après avoir reçu le prix Nobel de physique en 1956 et jusqu'à sa mort, s'exprimera à de nombreuses reprises en faveur de la ségrégation des personnes selon leur potentiel intellectuel, considérant que les faibles d'esprit et les hommes de science ne peuvent en aucun cas être mis sur un pied d'égalité. Il allait plus loin en suggérant des méthodes eugénistes comme la stérilisation volontaire par une récompense. Bien sûr, nous avons ici affaire à des cas exceptionnels de complexes de supériorité, mais nul besoin d'être nobelisé pour sortir des aberrations pareilles et pour devenir incompétent. En 1969, Lawrence Johnston Pater, un pédagogue canadien spécialisé dans les principes de la hiérarchie, propose un principe, le principe de Pater. Ouais, ils ne se sont pas foulés sur le nom pour le coup. Ce principe découle en quelque sorte de l'effet de Dunning-Kruger. Et Pater se penche notamment sur les problèmes que cet effet peut créer dans les entreprises, par exemple. L'un des plus gros problèmes de cet effet se produit lorsqu'une entreprise, ou n'importe quel autre système basé sur le principe d'une hiérarchie, souhaite recruter des employés, par exemple, pour un poste. De nombreuses personnes postulant au recrutement peuvent être parfaitement incompétentes, et pourtant paraître sûres d'elles. En étant dupe sur le niveau objectif de ces nouvelles recrues, une hiérarchie peut vite prendre l'eau, car une fois que l'incompétence de ces nouvelles recrues sera révélée ou exposée, ces personnes refuseront de se former pour devenir compétentes, persuadées d'avoir ce qu'il faut pour le job. Un autre problème bien plus grave est que leur propre incompétence leur rendra impossible le fait de pouvoir reconnaître la compétence chez les autres. Qu'ils soient de simples employés, ou des supérieurs hiérarchiques justement en train de pointer la leur d'incompétence. Et là, on imagine assez aisément le départ de problématiques plus importantes. Mais même si tout ceci n'est pas de bon augure pour le fonctionnement hiérarchique, le principe de Pater va encore plus loin. Il explique qu'au fur et à mesure de ses éventuelles promotions au sein de la hiérarchie, un employé devient de moins en moins compétent alors que ses nouvelles tâches deviennent, de fait, de plus en plus complexes, jusqu'à ce qu'éventuellement, il ne soit plus promu. Le fameux employé restera alors à ce que Pater appelle son seuil d'incompétence, et ce en général jusqu'à la retraite. À terme, les positions hiérarchiques les plus hautes seront remplies d'incompétents. Tout cela n'étant possible que parce que la hiérarchie pense à tort qu'une personne compétente à un poste continuera à l'être dans un poste avec des responsabilités plus élevées ou différentes du poste initial. Combiné avec l'effet Dunning-Kruger, on retrouve alors des employés nouvellement promus qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont incompétents, car n'ayant aucune expérience dans la nouvelle fonction qu'ils occupent. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai bien l'impression que pour bon nombre d'entre vous, il doit y avoir une ou plusieurs anecdotes qui vous reviennent en tête, ayant pour fond ce fameux seuil d'incompétence d'un supérieur hiérarchique. Bon, allez, une fois n'est pas coutume, si d'aventure certaines d'entre vous souhaitaient se soulager un peu l'esprit en racontant son anecdote d'incompétent, je vous en prie, les commentaires sont là pour ça, et en prime, ça fait du bien aux statistiques de la chaîne, alors faites-vous plaisir. C'est gagnant-gagnant. Du coup, Dodongo, je me posais la question, est-ce que chez vous aussi, il y en avait des... Enfin, je veux dire, par rapport à toi, c'était vraiment... Mais non, mais te vexe pas, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, on l'a vu, ils osent tout. Ils sont incompétents. Ils nous pompent l'air. Mais pire que tout, ils parlent. Beaucoup. Et ils disent souvent n'importe quoi. Alors bien souvent c'est bénin, c'est juste idiot. Mais parfois d'autres les écoutent et les croient. Et là, ça peut devenir un peu plus épineux déjà. Ouais, quand même. Eh oui. Le véritable problème derrière tout ça, c'est que lorsque l'on souhaite réfuter des inepties pareilles pour rétablir une vérité ou essayer de convaincre certaines âmes perdues, nous sommes immédiatement et irrémédiablement limités par la loi de Brandolini. Cette loi, qu'on désigne parfois également comme le principe d'asymétrie des idioties, stipule que la quantité de temps et d'énergie nécessaire à la réfutation d'une idiotie est significativement supérieure à celle nécessaire pour la produire en premier lieu. Il en ressort malheureusement que la désinformation, les bullshit, les fake news, le baratin, le charlatanisme, bref,
toutes ces jolies choses qui sortent de l'esprit humain pour faire des vues et du fric possèdent un avantage conséquent, puisque rétablir une vérité est particulièrement plus coûteux et énergivore. Pour les ufologues convaincus, il suffit de laisser son cerveau gambader, s'imaginer des visites extraterrestres. Pour astronogeeks, ça prend des semaines de préparation pour tendre un piège logique au milieu d'un champ de blé en pleine nuit avec ses potes. Pour CNews, ça prend 2 clics de faire un diagramme avec des valeurs non respectées. Pour Defecator, c'est des heures de vidéos ludiques pour apprendre aux gens à détecter par eux-mêmes les inepties. Pour les charlatans en ligne, un peu de dropshipping, un joli packaging pour faire croire qu'un sticker peut résoudre nos troubles de santé, quels qu'ils soient. Pour G1000 g, des semaines d'investigation pour casser du bullshit. Et j'en passe. Tellement. Benjamin Disraeli le dit d'une autre manière et avec élégance, les livres sont le fléau de l'humanité. Les 9/10 sont des inepties, et les livres intelligents ne sont que la réfutation de ces inepties. Triste constat. Et à l'ère où cette vérité s'étend non plus simplement aux livres, mais bel et bien à la totalité d'Internet, il n'aura jamais été aussi important d'employer les bonnes méthodes pour se prémunir de ces inepties. La logique, le doute, le scepticisme sont de grands atouts qu'il convient d'aiguiser le mieux possible. Et je ne saurais que trop vous recommander les vidéos des copains que j'ai cités, et les autres, bien entendu. Et pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez évidemment déjà. Mais revenons-en à ceux qui osent tout et qui nous mènent la vie dure, un peu partout et un peu tout le temps. Et bien malgré tout, n'oubliez jamais qu'ils resteront toujours profondément humains, et que eux non plus n'échappent pas à certaines fatalités. Fort heureusement. Parmi ces fatalités, nous sommes toutes et tous rattrapés à un moment ou à un autre par la loi de Murphy. Tout ce qui est susceptible d'aller mal finira par aller mal. Ah oui, pour vous, tout a été réglé à grands coups d'astéroïdes, donc forcément ça nettoie, c'est sûr. Pour nous, disons que ça se régule plus doucement. Et certains ineptes tirent leur révérence avec tellement de stupidité qu'il s'est trouvé des gens pour leur attribuer, non sans une bonne dose de satire, des prix. Les Darwin Awards sont des récompenses sarcastiques délivrées à titre posthume, bien souvent, qui ont été créées sur Internet en 1993. Elles sont nommées d'après le père de la théorie de l'évolution et sont décernées à des personnes mortes ou ayant été stérilisées à la suite d'un comportement particulièrement stupide. Le sous-entendu étant que la disparition de ces individus ou leur incapacité à procréer contribuerait à l'amélioration globale du patrimoine génétique de l'humanité. On peut notamment citer parmi les lauréats certaines morts particulièrement idiotes comme sauter d'un avion pour filmer des parachutistes sans porter de parachute, se faire écraser par la façade d'une banque qu'on dynamite, se noyer ou encore mourir d'hydrocution après avoir voulu relever le défi Facebook consistant à se jeter à l'eau avec un vélo attaché à ses pieds afin de ne pas le perdre, s'étouffer après s'être vanté de pouvoir avaler en une seule bouchée un cheeseburger entier, chuter de 24 étages en essayant de démontrer la solidité des vitres d'un immeuble, et en parlant de chuter, je ne peux pas résister à l'envie de vous narrer l'histoire de Franz Reichelt. Il ne lui a pas été décerné à ma connaissance de Darwin Award, et pourtant. Nous sommes le 4 février 1912 et notre homme, tailleur pour dames, alors âgé de 33 ans, teste du premier étage de la Tour Eiffel son costume parachute en toile. Il n'est pas le pionnier. En 1797, André-Jacques Garnerin a effectué le premier saut en parachute, mais l'invention de notre jeune homme, passionné par les airs, est destinée aux aviateurs et à leur sécurité. En effet, en ces débuts d'aviation balbutiante, où de très nombreux accidents entraînent la mort des pilotes, chercheurs et inventeurs sont invités à créer un parachute léger pour protéger ces hommes téméraires. Franz Reichelt travaille depuis longtemps sur ce projet. Il désire entrer dans l'histoire. Il expérimente plusieurs fois son parachute sur des mannequins et sur lui-même, mais à chaque fois, les résultats ne sont pas concluants. Il se casse même une jambe lors d'un saut d'une dizaine de mètres de hauteur. Néanmoins, habité d'une confiance aveugle dans son prototype, il est persuadé que la réussite sera au rendez-vous s'il part de plus haut. Sûr de son succès, il convoque alors la presse au pied de la Dame de Fer le jour de son saut. Et en dépit d'une autorisation d'essai accordée pour un mannequin par la préfecture de police, le fou volant décide d'être lui-même le testeur. Sa détermination était sans faille. Il a même répondu ce matin-là à un aviateur venu pour les dissuader de sauter. « Vous allez voir comment mes 72 kilos et mon parachute vont donner à vos arguments le plus décisif des démentis. » Parce que tout le monde parlait comme ça à l'époque.
je crois. Notons tout de même qu'il avait pris soin de rédiger son testament la veille au soir. Malgré cela, n'écoutant que sa foi aveugle et résolue, Franz, après plusieurs longues secondes d'hésitation, saute. Son dispositif ne s'ouvre pas. Voilà. Alors, on me rétorquera sans doute que c'est la beauté des pionniers, qu'il était habité par le bien commun. Néanmoins, passer directement d'un saut depuis le toit d'une grange, en se cassant la jambe au passage, au premier étage de la tour Eiffel directement, disons qu'il a tout osé. Vous noterez le petit détail terminant la vidéo d'archives des journalistes déjà en quête de faits divers, en train de mesurer la profondeur du trou laissé par l'inventeur. Ouais, on n'avait pas encore CNews et BFM TV à l'époque, mais le sensationnalisme allait déjà bon train. Il paraîtrait qu'ils osent tout, que c'est comme ça qu'on peut les reconnaître, qu'on est toujours celui de quelqu'un et que le temps ne fait rien à l'affaire, mais où qu'ils soient, quelle que soit la manière qu'ils ont de vous importuner, essayez de vous en éloigner, si possible. Et sinon, comme on le dit au rugby à propos des mauvais arbitres, rappelez-vous, malgré l'aversion qu'ils sont capables de susciter chez vous, qu'ils sont semblables à la pluie. On ne peut pas y faire grand-chose, mais ça finit par passer. Allez, calmez-vous, tâchez de rester éveillé, et n'oubliez pas de vous demander pourquoi. À la prochaine.